Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gilles Gressani, qui est le patron, le leader de Grand Continent. Vous venez de publier ce livre, que l'on trouve d'ailleurs aussi en ligne, il est en librairie en ligne, Politique de l'interrègne, Chine, pandémie, climat. Alors peut-être tout d'abord, comment vous définissez ce concept d'interrègne? Alors un terrain, c'est quelque chose qu'on a un peu réfléchi avec Mathéo Malik, qui est du coup le co-auteur avec moi de l'introduction aussi de directeur du numéro. On a un peu réfléchi à essayer de donner un nom à ce moment de grande transformation. Enfin, on a tous l'impression, je pense d'une façon très personnelle, que avec le Covid, le terrorisme, aujourd'hui la guerre en Ukraine, le changement climatique, la crise économique, on vit une période de très grands changements. Et au fond, ces changements nous provoquent une espèce de sentiment de vertige, un peu perdu, on ne sait pas très bien comment faire pour s'orienter. Et notre hypothèse, c'est de dire, au fond, c'est normal que ces changements soient en cours, que ces bouleversements soient en cours, c'est parce qu'au fond, on est en train de sortir d'un ordre, d'une organisation qui est fondamentalement l'ordre du monde qui est émergé de la fin de la Première Guerre froide, peut-être aujourd'hui on peut l'appeler comme ça, une Première Guerre froide, et on est en train de rentrer dans un nouvel ordre, sauf que cet ordre n'est pas encore cristallisé, n'est pas encore défini. Donc on est dans un entre-deux, et dans cet entre-deux, effectivement, des phénomènes morbides, comme dirait Gramsci, qui est la personne qui a un peu inventé le mot, le concept d'interrègne, ben, se produisent avec une fréquence impressionnante. Et en même temps, il faut souligner que si nous sommes encore dans un interrègne, c'est que nous avons encore les moyens, les possibilités de changer concrètement l'ordre du monde qui va venir. Et donc, pour le faire, par contre, il faut le plus possible être capable de faire une carte, de trouver des axes forts, d'orienter l'action. Et pour cela, on a identifié 3 thèmes qui sont un peu les thèmes structurants de cette transformation. Alors donc il y aurait eu la guerre froide et puis ensuite une période de transition qui est en train de se terminer, de muter. Ça serait depuis 1945 une troisième phase de l'ordre mondial qui s'ouvrirait? Mais je pense que aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire que fondamentalement, l'hypothèse d'hyperpuissance américaine sortie de la Première Guerre froide, c'est un peu éclaté. Le retrait d'Afghanistan était un peu le moment symptomal. C'est d'ailleurs intéressant qu'on n'y pense plus du tout aujourd'hui. C'est même pas, c'est il y a un an en fait. Ça va vite. Ouais, ça va tellement vite qu'on a l'impression que c'était de l'histoire du passé. Et au fond, je pense que ça dit concrètement que ben, il y a de nouveaux acteurs, on est dans un monde multipolaire, dans un monde dans lequel il y a beaucoup plus de rugosité, c'est beaucoup moins horizontal, c'est pas le marché, ce sont des lois géoéconomiques qui commencent à fragmenter le monde, c'est pas simplement le commerce, c'est la guerre, c'est pas simplement la politique, c'est la violence. Donc nous sommes aujourd'hui dans un moment d'accélération de la rupture. Mais justement, cette accélération de la rupture est à peu près normale, si j'ose dire, des moments de transition. Et c'est là aussi qu'on essaie un peu quelque part, de rendre un peu moins inquiétant l'époque qu'on vit, qui est vraiment, par ailleurs, assez troublante, justement en se disant qu'on peut jouer un rôle dans la redéfinition de l'ordre qui va nous attendre. Alors dans les trois parties, il y a une partie importante, ce sont plusieurs articles avec des contributeurs d'horizons très différents. Une grande partie est consacrée à la Chine. Est-ce que l'émergence de la Chine est vraiment un game changer? Et est-ce que là, pour le coup, ça risque pas d'être oublié, contrairement à la débâcle américaine de Kaboul? Est-ce que le poids de la Chine dans l'affaire mondiale va être un aspect structurant des futures relations internationales? En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui les États-Unis représentent le monde. Ils représentent comme une rivalité géopolitique structurelle entre la puissance américaine et la puissance chinoise. Et nous, en fait, on fait un peu le constat de dire qu'on connaît bien les États-Unis. On les connaît parce qu'on a les séries télé, parce qu'on a des abonnements parfois à des journaux américains, parce qu'on connaît Hollywood, parce qu'il y a plein de manières, au fond, pour être socialisé, pour comprendre comment fonctionnent les États-Unis. En revanche, sur la Chine, on connaît presque rien. Et au fond, c'est un peu comme si, sans avoir ni Netflix, ni New York Times, ni CNN, ni House of Cards, on essayait de comprendre le changement de régime entre Trump et Biden. On serait complètement désorienté, on ne comprendrait rien. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est avec quelques contributions très, très courtes, j'insiste sur ce point-là, on essaie de faire quelque chose qui soit aussi court que possible pour être exhaustif. Des articles qui sont vraiment lisibles à une seule session, pour essayer de cristalliser, de faire émerger les points clés pour essayer de comprendre quel est aujourd'hui le poids du Parti communiste chinois, un très bon article de Nathan Sperber par exemple, qu'est-ce que c'est le capitalisme politique, un article de Arezou, je ne vais pas tous les mentionner parce qu'ils sont très Vous nombreux. disiez dans une réunion, c'est qu'on connaît mieux les différents noms des responsables, par exemple, du Parti socialiste ou des républicains français, et que par rapport au Parti communiste chinois, on ne connaît que le nom du numéro un et personne d'autre.
Et ça, c'est un problème, parce qu'au fond, effectivement, ça ajoute ce sentiment d'incompréhension des changements, le fait de ne pas avoir de clé d'analyse et d'interprétation. Au fond, effectivement, ça, c'est un peu aussi la structure de notre débat public. On connaît beaucoup mieux les dynamiques internes du Parti socialiste français que les dynamiques du Parti communiste chinois à l'intérieur du système étatique et géopolitique asiatique et mondial. Et c'est là, je pense, qu'il y a un problème pour la qualité de notre débat public. C'est parce que si on ne sait pas nommer les choses, si on ne sait pas les définir, on ne sait pas simplement comment se former une opinion, donc comment être des citoyens qui participent à la vie politique, et aussi, c'est peut-être même plus grave, les décideurs eux-mêmes ne sont pas interpellés, on ne leur demande pas de prendre position, on ne leur demande pas forcément d'expliciter leur position, et donc fondamentalement, on est un peu dans un flou stratégique qui n'est pas du tout positif pour la construction d'un positionnement démocratique vis-à-vis des grandes orientations du monde, ce qui, je pense, doit quand même rester le cœur de notre ambition. Alors, deuxième grand chapitre, sujet, les pandémies. En quoi ça a changé l'ordre international, en quoi le Covid-19 et les débats a changé l'international et en quoi ça a aussi changé notre rapport à la société sur le plan interne? Alors là-dessus, on essaie de faire quelque chose qui est de regarder au fond les 20 dernières années, en se rendant compte qu'au fond, il y a eu un phénomène assez fréquent de manifestations très fortes de révolte, d'envie de changer. On peut penser au printemps arabe, on peut penser au Occupy Wall Street, on peut penser aux Gilets jaunes. Il y a comme ça une manifestation, quelque chose qu'on pourrait peut-être définir comme une envie de changement, mais avec une forme aussi de rage, une expression d'un ressentiment très fort. Et tout se passe comme si, dans cette période, il y avait eu effectivement beaucoup de révolutionnaires et très peu de révolutions. Au fond, la plupart de ces mouvements ont eu par la suite beaucoup de mal à s'inscrire dans un rapport de force structuré, à faire changer les choses dans le sens souhaité, et donc sont restés un peu un mouvement justement dans la rage. C'est pour ça qu'on pourrait presque dire que les 20 dernières années, c'est les 20 enragés en opposition avec les 30 glorieuses. Et au fond, dans ces 20 enragés, un moment clé de bascule, c'est le Covid. C'est en fait qui est presque le phénomène symétrique. C'est-à-dire on passe d'un moment de révolutionnaire sans révolution à un moment de révolution sans révolutionnaire. Pendant le Covid, la plupart des tabous tombent. On fait de la politique publique comme on ne l'a jamais faite, on traite la dette comme on ne l'avait pas traitée, on change informellement mais structurellement comment fonctionne l'Europe quant à sa capacité de financement. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ça accélère encore plus. Et au fond, on se pose la question de comment faire pour créer cette articulation. En gros, comment faire pour essayer de comprendre ce moment de transformation dans lequel le politique s'est un peu dépolitisé, et en même temps, en fait, on voit bien que ça n'a pas produit un monde plus apaisé, mais même un monde beaucoup plus conflictuel. Et donc pour ça, on le fait avec plein de spécialistes de sujets très différents qui vont de la dette, justement, aux dynamiques politiques les plus claires, pour essayer de définir ce que Lorenzo Castellani appelle le visage du pouvoir, le nouveau visage du pouvoir. Troisième partie, le climat. Vous avez d'ailleurs une revue Green qui est consacrée à cela. Est-ce que c'est désormais admis que c'est un sujet géopolitique? Je pense que c'était un peu le débat, disons, du cycle précédent. Aujourd'hui, désormais, avec la guerre en Ukraine, on est vraiment dans ce que Pierre Charbonnier appelle, dans la Green que tu mentionnes, au fond, une géopolitique, une écologie de guerre. Au fond, nous sommes aujourd'hui face à une puissance qui utilise l'énergie comme une arme, qui essaie d'installer un narratif qui est, au fond, c'est à cause des sanctions que vous êtes en crise, qui est un détournement on a pris des sanctions parce que j'ai fait une guerre d'agression. Et au fond, on voit bien à quel point, fondamentalement, aujourd'hui, pas simplement l'énergie et le climat sont devenus le cœur du sujet politique, mais sont vraiment devenus, encore une fois, comme le dit Pierre Charbonnier, l'arène politique. Aujourd'hui, la Terre, en tant que telle, est un acteur politique. On peut penser au Pakistan. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le débat sur le refinancement de la construction est quelque chose qui est uniquement déterminé par le fait que la Terre, le climat est en train de changer. Et c'est là que je pense qu'il faut aujourd'hui un peu adapter notre logiciel. Au fond, on ne peut pas parler de ça simplement quand il y a des canicules, quand le PSG ne communique pas bien sur comment prendre l'avion. Il faut vraiment beaucoup plus introduire au cœur de notre réacteur, de notre moteur intellectuel, cette question-là qui est l'invariante de notre temps, qui est ce qui définit fondamentalement le politique de nos années 20. Et au fond, je pense aussi, c'est quelque chose qui doit là aussi être... C'est pas un sujet optimiste, évidemment, parce que ça peut faire très peur. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui de redéployer, de repenser la politique. Donc il faut vraiment s'en saisir d'une façon vraiment vigoureuse pour essayer par la suite de lancer des nouvelles pistes de réflexion, de réarticuler le champ et les oppositions politiques autour de cette question qui, qu'on le veuille ou pas, va structurer la vie politique de nos années 20.
Nouvelle piste de réflexion, je renvoie à la lecture de ce livre, Grand continent politique de l'interrègne, livre qui est également disponible en ligne. Merci Gilles Gressani. Merci beaucoup.